Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire très intéressant qui va vous parler. Donc, nous allons vous parler de deux choses très importantes. Comment et quelles sont les solutions pour emprunter lorsqu'on est US personne, enfin quand on est expatrié aux États-Unis ou au Canada, et globalement aussi pour d'autres personnes qui seraient dans d'autres pays, mais surtout sur ces zones. Et d'une autre, donc emprunter dans un premier temps, et ensuite comment s'assurer pour cet emprunt, puisque c'est obligatoire. Je laisse la parole donc à Laure de Carte Financement. Bonsoir. Voilà. Et je dois dire que les questions devront être posées au fur et à mesure, mais on y répondra à la fin du webinaire. Et tout ce qui est très personnel ou très précis, s'il vous plaît, gardez-les bien aussi et on vous y répondra par email. Donc, on vous donnera les emails à la fin du webinaire. Surtout, notez-les bien. Voilà, donc Laure, je te laisse la parole. Bonsoir, enchantée, Laure Lewis de Carte Financement, donc en charge de la clientèle expatriée et étrangère du cabinet Carte Financement. Ce soir, je vais vous parler du contexte bancaire en général combiné à l'immobilier. Je vais vous exposer également les problématiques que rencontrent les non-résidents dans leur demande de financement. Et je vais également vous parler des solutions et des bons conseils à prendre pour votre demande de financement depuis le Canada et les USA. Alors, le contexte bancaire combiné à l'immobilier, ça donne quoi? Bah, écoutez, la pierre en France constitue plus de 60% du patrimoine de nos compatriotes, dont les trois quarts sont représentés par la résidence principale, le quart restant étant l'investissement locatif. Bien évidemment, l'immobilier respire une certaine stabilité en France et des clients apprécient beaucoup puisque ça donne la perspective d'un bien réel et surtout dont la valeur paraît solide. Donc, bien évidemment, l'immobilier résidentiel reste soutenu par des taux extrêmement bas, hein, historiquement bas. D'ailleurs, ils viennent encore de baisser le mois dernier. Il est possible d'emprunter pour un Français résident sur une durée de 20 ans à un taux fixe de 1%, voire même en dessous d'1% parfois. Donc, sachez qu'en plus, avec cette baisse de taux, les revenus nécessaires pour obtenir un crédit ont baissé de 30% en l'espace de 10 ans. Donc, c'est-à-dire que votre capacité d'emprunt n'aura jamais été aussi bonne que maintenant. Cependant, donc même si c'est favorable pour vous, ce l'est moins pour les banques françaises, puisque les taux sont historiquement bas et donc perte de rentabilité sur les dossiers de crédit pour elles. Donc elles doivent faire face à ce manque de rentabilité, également aux coûts liés à la transformation digitale que connaissent les banques actuellement. Et faire face aussi à la concurrence accrue que connaît le secteur bancaire aujourd'hui en France, l'arrivée des banques en ligne et les banques mobiles. Donc, le but, ça va être de vous trouver un petit peu les meilleures banques et les meilleures solutions pour contourner toutes ces exigences qui sont pour un non-résident un petit peu plus marquées qu'un Français, puisque le banquier peut pas prendre de la marge un peu sur tous les produits annexes, c'est ça? En gros, c'est ça. Même si tous les feux verts même si tous les signaux sont ouverts pour vous, Français de l'étranger, sachez que même si certains ont gardé des relations historiques avec leurs banques en France, aujourd'hui, les banques doivent justement faire face à cette problématique, c'est-à-dire qu'en vous ayant comme client, elles souhaitent avoir la domiciliation de salaire, elle va sûrement aussi vous commercialiser des produits d'assurance, de prévoyance et d'épargne financière. Euh, Malheureusement, certains clients expatriés ne sont pas en capacité d'offrir ça aux banques. C'est pour ça que c'est un tout petit peu plus difficile d'obtenir un crédit en tant que Français expatrié. Et les banques doivent faire face aussi à un risque, on va dire, opérationnel en entrant en relation avec vous, en se mettant bien en conformité avec votre pays de résidence. C'est-à-dire qu'elle doit faire face à la fiscalité de votre pays, faire face également aux risques géopolitiques ou économiques de votre pays. Ce qui m'amène à parler de FATCA pour certains d'entre vous. Est-ce que tu peux Je dis Ah, OK, FATCA, merci de nous oui, rejoindre. FATCA. Je réponds juste à une question pour vous dire qu'on vous enverra demain le webinaire et il y aura tout écrit bien sûr
les emails et tout ça, qu'on va vous donner aussi au cours du webinaire. Donc, demain, on vous envoie tout ça à toutes les personnes inscrites. Donc, je parlais du sujet FATCA. Ouh là là. Grand sujet. Donc, certaines banques ne souhaitent pas entrer en relation avec des clients qui sont aux US pour les raisons. Donc, la loi FATCA, c'est quoi exactement? C'est une loi qui vise à lutter contre l'évasion fiscale des clients US dans le monde entier. Donc, elle demande aux banques, notamment françaises, qui ont des comptes US personnes, d'établir un reporting des avoirs que ces derniers ont dans leurs établissements. Reporting qui présente quand même qui est assez lourd en termes de processus et administratif et qui ne rapporte pas d'argent à la banque et qui présente un risque opérationnel si jamais ça n'est pas fait dans les règles d'art, sous peine d'avoir des sanctions par le fisc américain. Donc certaines banques ont pris le choix de ne pas entrer en relation avec cette clientèle pour ces raisons, tout simplement. Et en plus, elles ne sont pas censées approcher ce type de clients sur les produits d'assurance et de prévoyance. Donc voilà. Ce soir, tout de même, malgré ces problématiques, sachez que nous avons des solutions. C'est pour ça qu'existent des sociétés comme Carte Financement qui sont spécialisées sur des clientèles non résidentes et expatriées aux USA. Oui, donc le but, ça va être de répondre justement à la question de Julien. Quelles sont les banques qui prêtent aux US personnes? Donc il y en a plusieurs, il y a des solutions et c'est le but de faire appel à la carte financement, c'est pour trouver la BNP, pas forcément, je pense, c'est pas la plus aussi. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Là, je vais déjà faire un petit peu. On continue sur oui, sur tous les types de projets que vous pouvez financer depuis vos zones de résidence. Par exemple, vous pouvez financer votre future résidence principale si jamais vous rentrez prochainement en France. Vous avez l'employeur qui décide de vous muter en France. Vous êtes en fin d'expatriation et donc vous êtes toujours sur le même contrat. Sachez que vous pouvez obtenir les mêmes conditions que les clients résidents. Donc ça, c'est très intéressant. Une résidence secondaire peut être totalement financée aussi. Complètement un pied-à-terre parisien, par exemple. Vous pouvez aussi donc, développer votre patrimoine en investissant dans du locatif, que ce soit du meublé avec travaux. Ça peut être en vente à l'état futur d'achèvement classique ou avec un bail commercial. Oui. Laure, ça peut être un bien dans le pays de résidence, donc aux États-Unis ou au Canada? Alors ça, ce serait donc un crédit patrimonial, c'est-à-dire une garantie de déplacer. Ah oui, donc ça, c'est possible. C'est possible, mais à beaucoup de conditions. Il va falloir avoir un bien en France libre de dette à votre nom pour pouvoir financer à l'étranger. Voilà. C'est la même chose qu'on soit US ou au Canada? C'est la même chose. Il y aura plus de solutions depuis le Canada. C'est pour ça qu'après, c'est un petit peu plus ouvert au Canada que pour les US personnes qui sont un peu plus marquées. Ouvert au Canada. Il y a un peu plus de solutions puisqu'il n'y a pas la problématique de FATCA. Donc tout ce qu'on dit là, c'est pour les deux pays. Voilà, sachant que les US, c'est un petit peu plus tendu, mais ça peut se regarder. Ça peut se regarder. On peut aussi également trouver des solutions de rachat de prêt si jamais vous avez acheté il y a quelques années et que vous souhaitez regarder si c'est intéressant, sachant qu'il faut au moins que le capital restant dû soit de 150 000 € et que la durée restante soit de 15 ans, pour que ce soit intéressant. Un rachat de prêt, d'accord. Vous avez été aussi très nombreux à nous interroger sur le rachat de soute, donc ça arrive de temps en temps, les clients malheureusement divorcent, donc il faut racheter la part de l'un ou la part de l'autre. Là c'est pareil, il y a des solutions de financement. Ou dans le cadre tout simplement d'une succession, vous souhaitez racheter la part de votre cousin, la part de votre frère, c'est également possible. Le viager, c'est dans le locatif ou non? Le viager, c'est plus compliqué à financer. Pareil, ça va être le même processus que la garantie dépassée à l'étranger. Il faudra un bien en France, libre de dette, donc on pourra prendre une hypothèque pour financer le viager. D'accord. Voilà. J'ai répondu à tes questions? Tout à fait. Alors, le processus, bon, c'est un schéma très classique, mais il ne faut pas l'oublier. Ce qui rythme aujourd'hui le top départ de la demande de prêt auprès des établissements bancaires, c'est la signature du compromis de vente. Sans ce document, la banque ne procède pas à l'étude de votre dossier. Nous vous recommandons bien sûr de faire toutes vos démarches en amont pour connaître plus ou moins les conditions et bien sûr valider la faisabilité de votre dossier. Par exemple, comme des sociétés comme Carte Financement peuvent regarder votre dossier en amont pour valider, pour que vous puissiez signer sereinement votre compromis de vente. Une fois que le compromis de vente est signé, vous avez une clause suspensive dans ce compromis qui vous laisse en moyenne 60 jours pour faire vos démarches bancaires.
Une fois que vous avez reçu l'offre, vous avez encore un délai de rétractation de 11 jours avant de la renvoyer. Donc en moyenne, un projet immobilier, une fois que vous avez signé votre promesse de vente, dure 3 mois. D'accord, comme un Français, quoi. Bien évidemment, il faudra faire l'assurance aussi pendant ce processus. C'est comme un français. Non. Si Un tout est petit peu bien fait plus en long ou amont, un pas? tout petit peu plus long, puisqu'il y a les délais postaux, les offres sont envoyées par DHL, on va dire que ça peut rajouter en moyenne 2 semaines supplémentaires. D'accord. C'est pour ça qu'on demande une clause suspensive à 60 jours au lieu de Bon. 45. Mhm. Je passe. Oui, tu peux passer. L'apport. Les éléments fondamentaux, les bases en tant que non-résident pour investir en France, c'est l'apport. En moyenne, il faut avoir entre 20 et 30% du montant du budget que vous souhaitez allouer à cet investissement. Le taux d'endettement, donc en moyenne, c'est donc le total de vos charges divisé par vos revenus. Ça peut aller entre 35 et 39% après projet. 39%, on regardera bien évidemment le reste à vivre. S'il est très bon, 39%, il n'y a aucun souci. Et bien sûr, votre situation professionnelle doit être stable. Donc, pour un salarié, bien évidemment, c'est 3 fiches de paye et en contrat permanent, hors période d'essai. Si vous êtes donc chef d'entreprise, c'est 3 ans de bilan. D'accord. Et bien évidemment, on prendra en compte les revenus qui sont déclarés sur le tax returns. Au niveau des caractéristiques du prêt, toute personne physique peut emprunter ou par le biais d'une société. Les durées vont en moyenne, c'est bon. Il peut y avoir des solutions jusqu'à 25 ans pour certaines zones, mais la moyenne reste 20 ans. Et en termes de typologie de prêt, on va rester sur de l'amortissable classique, donc intérêt plus capital. Et en termes de durée, comme je vous disais, on est à 20 ans. Quelle part peut être financée? Donc, ça peut aller jusqu'à 100% pour ceux qui sont au Canada, s'il y a de la contrepartie financière. Pour les USA, on sera plus aux alentours de 80%, avec 20% d'apport. L'apport peut être placé sur un placement. Pour les personnes au Canada, oui. Pour l'US, personne, c'est un peu plus dur Oui, de faire des puisqu'il y a toutes placements les en France. problématiques de placement, justement. D'accord. Et en termes de garantie, ça peut être très bien une caution crédit logement, qui est un organisme de caution qui va cautionner votre prêt, donc sans, sans enregistrement sur votre bien, ou ça peut être une hypothèque classique, qui en général s'appelle un privilège de prêteur de denier pour l'acquisition. D'accord. Le webinaire dure 50 minutes, 30 minutes de présentation et 20 minutes de questions. Voilà pour la question qui a été posée. Alors en termes de solutions, donc là je vais passer au Canada d'abord. Donc un salarié français au Canada peut emprunter jusqu'à 100% s'il est prêt à donner de la contrepartie financière à la banque, qui reste nantie le temps de la durée du prêt. En moyenne, on est sur des taux à 1,20 sur 20 ans. Il y aura peut-être un aller-retour à faire si vous optez pour cette solution. On peut aussi avoir des solutions à distance avec 20% d'apport, plus les frais de notaire. Là, on sera plus sur des taux aux alentours de 1,8, 2% sur 20 ans. Alors, pour un salarié français basé aux USA, comme je vous dis, on est plus sur de la solution aux alentours de 80% du prix d'acquisition, si le bien vaut, on va dire, est en dessous de 700 000 euros. Donc la banque prendra un privilège de prêteur de données en termes de garantie et tout peut se faire aussi à distance sur cette option. Alors, je reviens, excusez-moi, sur les autres options. Sur celle des USA, si jamais c'est un pied-à-terre parisien, par exemple plus d'1 million d'euros, on a aussi une autre solution. Donc, c'est une banque qui souhaite des biens d'exception. À partir de 750 000 euros, elle peut regarder. Donc là, typiquement aussi, elle vous demandera à peu près 20% d'apport. Et là, on pourra aller chercher des taux, surtout si c'est un pied-à-terre, parce que c'est un signe que vous montrez à la banque comme quoi vous allez un jour revenir. Donc là, on sera plutôt aux alentours de 1,40 à 20 ans. La question du chef d'entreprise. Donc pour le Canada, nous avons des solutions. Donc c'est, comme je dis, c'est 3 ans de bilan. Et les banques regardent uniquement le salaire et le dividende que vous déclarez sur les 3 dernières années. Elle va bien sûr prendre la moyenne des 3 dernières années. Et en termes de solutions, on sera sur un ratio à peu près de 30%. Donc vous apportez 10% dans l'opération et vous êtes ouvert à donner à peu près 20% en contrepartie financière à la banque. Et pour les taux, on est aux alentours de 1,7 sur 20 ans en moyenne.
Nous avons aussi une solution de crédit sec pour les clients qui sont chefs d'entreprise au Canada. Donc, il faut apporter entre 15 et 30%. Mais là, on est sur des taux beaucoup plus chers. On sera à plus de 2,7% sur 20 ans. Pour les entrepreneurs aux USA, sachez que pour les biens d'exception à partir de 1,5 million, on peut regarder votre demande sans forcément vous demander des placements importants. Donc, il faut à peu près apporter 30% d'apport. Et au niveau des taux, on sera sur des taux très compétitifs, aux alentours de 1,8. Mais en dessous du 1,5 million pour les chefs d'entreprise, pour l'instant, malheureusement, le crédit foncier a fermé. Nous n'avons pas la solution pour le moment pour les chefs d'entreprise aux USA. Ok. Les documents, partie très importante de votre demande de crédit. C'est une étape à ne pas négliger. Donc, bien évidemment, tous les documents en anglais peuvent être lus et ne sont pas demandés forcément à être traduits. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il est important d'envoyer la liste des pièces en amont pour qu'on puisse vérifier voilà, qu'il n'y ait aucun sujet sur la complétude du dossier. Donc, par exemple, cas très, très, très courant, si vous avez déjà des biens immobiliers en France et vous souhaitez, voilà, sachez que vous devez déclarer vos revenus fonciers en France. Et la banque vous demandera l'avis d'imposition français pour ces biens. Voilà. S'il n'y a pas cet avis d'imposition, pour la banque, c'est que vous n'êtes pas en conformité vis-à-vis du fisc français et donc il faudra faire les démarches nécessaires. Donc, on répondra aux questions après parce qu'il y en a beaucoup. Donc, vous inquiétez pas. Dernier petit point à savoir, donc les bons conseils, à connaître. Donc, comme je vous disais, l'apport, les banques vont remonter énormément l'origine des fonds. Hein. Si vous avez un déséquilibre dans le patrimoine, peut-être par rapport aux revenus, et vous avez de l'épargne assez conséquente de côté, donc on va toujours remonter sur l'origine des fonds. On va vous demander comment l'épargne a été constituée. Sachez que certaines banques remontent même à 12 mois de relevé de compte. Vous voulez aussi peut-être investir et votre famille souhaite vous aider, ce qui est très courant, donc par le biais d'un don familial. Sachez que ce don familial, s'il est fait par des parents basés en France, doit être déclaré au service des non-résidents à Noisy-le-Sec pour votre demande de prêt. Donc il y a un bulletin CERFA à remplir et à faire tamponner. Sans ce document, c'est pareil, la banque n'avance pas dans votre demande de financement. Bien évidemment, une tenue des comptes irréprochable. Ça peut paraître bête, mais pas trop de négatifs. Pas trop de négatifs, et surtout quand on est à l'étranger, on n'a pas toujours le temps de gérer ses comptes en France parce qu'on n'a pas reçu le code, on n'a pas le conseiller qui répond, on n'a pas accès au compte. Donc voilà, c'est des choses où il faut montrer des signes positifs, comme quoi le compte est bien géré et qu'il n'y a pas de commission d'intervention. Préparez bien en amont donc que vos comptes soient proprement présentables en amont 3-4 mois avant, voilà. Que tout soit bien nickel sur vos comptes surtout. Pas de dépôt d'espèces, hein, bien évidemment. S'il vous reste un peu d'euros, vous repartez aux États-Unis, au Canada, vous dites bon bah je dépose. Et ça c'est vraiment pas un conseil à prendre. Et pourtant c'est pas quelque chose de mal, mais la banque devrait se dire oh, le compte va fonctionner par espèces, ça me plaît pas trop. Voilà. Et bien sûr, dernier volet très important, c'est l'assurance de prêt, puisque sans assurance, il n'y a pas de crédit en France. Vous devez être assuré. Donc là, intervient Pierre de Valorama pour vous aider dans ces démarches. Merci Laure. Et après, on répondra donc aux questions, ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, l'assurance, c'est un passage obligé pour les banques. Donc là, vous aurez donc dans le webinaire demain toutes les coordonnées de l'équipe internationale. Là, on avait donc les engagements, les engagements de il n'y a pas de souci. De carte financement et vous pourrez voir ça demain, tranquillement. Donc l'équipe internationale. Parlons chinois, anglais, arabe. Multilingue et disponible. Donc en ce qui concerne l'assurance de prêt, effectivement, c'est quelque chose qui est rendu obligatoire, non pas légalement, mais par les banques. C'est tout, elles demandent cette couverture-là pour les assurer. Et surtout en cas de décès, qu'il y ait un remboursement du prêt. Donc, la société Valorama brièvement a été créée en 2012 sur une expérience bancaire. Donc, on est très proche des banques, on sait exactement ce qu'elles veulent. Le but de Valorama, c'est de rendre ce process simple, de faire des adhésions à distance pour des gens qui sont dans des configurations internationales et des carrières
où ils ont besoin d'aller vite et de se simplifier la vie. Des contrats compétitifs, donc on va comparer tous les contrats du marché et répondre aux besoins de l'assuré, à son profil et surtout le besoin de la banque, que vous ne vous trompiez pas. Donc pour ça, on a les méthodes. Donc c'est une exigence de la banque. En général, on répartit l'assurance au prorata des revenus dans le foyer si vous empruntez avec monsieur et madame, donc 50-50 si les revenus sont équivalents. De temps en temps 100 et 100 si les clients veulent être bien assurés et très assurés. C'est une protection pour la banque, mais c'est surtout aussi une protection pour ses héritiers ou pour son conjoint. Et depuis peu, donc le contexte de l'assurance de prêt en France a beaucoup évolué et il est très ouvert. Les banques n'ont plus le droit, depuis maintenant très longtemps, mais c'est maintenant réaffirmé par les lois, n'ont plus la possibilité de vous obliger à prendre leurs assurances, souvent coûteuses, longues et avec des démarches très papier. Voilà, donc les lois récentes, la loi Lagarde, puis qui a été confirmée par la loi Hamon, la Sapin, bon, tout ça, c'est des lois qui vont dans votre sens et qui vous assurent que vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, choisir l'assurance de votre choix partout, pour peu qu'elle donne des garanties équivalentes à ce que proposerait la banque. Mais souvent, vous allez voir, elle vous assure pas très bien dans votre pays, donc c'est pour ça qu'on a des contrats adaptés. Alors, comment on s'assure depuis le Canada ou les États-Unis? C'est très simple. Les process sont même encore plus simplifiés pour les expatriés, puisqu'on va tout faire par email et par adhésion en ligne. Donc, on va d'une part chercher le meilleur tarif sur les contrats existants, trouver des contrats qui vous permettent de voyager sans que vous ayez à le déclarer. Ça, c'est très important. Ou de déménager, hein, de passer des États-Unis au Canada ou du Canada à la Russie ou quoi. Tous les pays du monde, on est habitué à ça. Et on va vous trouver les contrats qui sont au même tarif, voire même enfin, les plus compétitifs en ayant ces garanties-là. Donc, prenant en compte votre territorialité, avec des process simples. Le but, c'est qu'on ait des adhésions rapides et donc on sait que les formalités médicales, c'est pas facile à l'étranger. Donc, on essaye de les éviter au maximum. On va jusqu'à, vous verrez, 1 million d'euros, parfois sans assurance, pardon, sans examen. Fiabilité du process, voilà. Donc ça, on fait. Je confirme. Merci. Alors, le process, tout est fait de manière même plus rapide que si vous allez voir votre courtier ou agent ou assureur classique dans votre ville. Non, nous, on a l'habitude de traiter des gens aux quatre coins du monde. Donc, tout se fait par email de manière instantanée, par téléphone et email. Les process sont dématérialisés. Donc, vous n'avez qu'à imprimer des documents, nous les retourner scannés, des choses comme ça. Les examens sont bien sûr possibles au Canada ou aux États-Unis. La langue anglaise est reconnue par nos contrats. En ce qui concerne le tarif, c'est aussi, c'est aussi très important que vous le sachiez. On a pris un exemple, par exemple, d'une personne de 35 ans qui fait un prêt de 400 000 euros sur 20 ans. Bon, on va avoir un gain de 60% là. Ça peut aller même plus, hein, si une personne a 30 ans. Mais quel que soit votre âge, quelle que soit la configuration, on peut trouver des gros gains de tarifs. Et sachez que l'assurance, plus le taux diminue du crédit, le taux d'intérêt diminue, plus l'assurance est importante dans votre montage, puisque l'assurance, vous la payez facialement. Elle ne diminue pas et que le capital reste en dû. Même si on a des contrats qui sont dits à capital restant dû, ce que vous payez est connu dès le départ. Donc, et c'est pas donc vous le payez, le taux qu'on vous annonce en assurance, c'est un taux facial, ce qui n'est pas le cas du taux de crédit. Donc voilà, des gains de 60 à 70% en général.
Retenez qu'on est 2 fois moins cher en général que les banques. Une petite question sur les examens. Les examens? Type d'examen qui sont à faire. Alors, ben justement, en dessous de 500 000, 55 ans et 1 million, les 45 ans, on peut éviter les examens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les nouveaux contrats, les contrats modernes que nous avons, vous permettent d'éviter les examens au maximum. Surtout quand on est deux, hein. Je vous rappelle que là, c'est pour une seule personne. Mais si on est à 50-50, on divise le montant du prêt par deux et donc on peut éviter les examens au maximum. Alors, s'il n'y a pas d'examen jusqu'à 1 million, on peut ne pas faire d'examen. Ça va très très vite. On peut éditer des contrats dans la journée ou en 1 à 2 jours. Donc le délai des banques qui prenaient parfois 3 semaines, 1 mois, 2 mois, j'ai vu plus, voire plus, c'est plus du tout ça, en tout cas de notre côté. Dès qu'il y a des examens, donc tout ce qui est supérieur à 1 million d'euros, vont apporter donc une demande d'examen. Donc là, vous la ferez dans votre pays. Ou bien, si vous venez à Paris, il y en a qui viennent de temps en temps à Paris, parfois ça va plus vite de prendre dans notre centre dans le 8e. Voilà pour le process. Les demandes de devis, les demandes de devis se font très simplement sur notre site internet. Il suffit d'aller sur l'onglet devis en ligne et vous pouvez avoir un devis rapide. Ça va. Qu'est-ce que ça vous coûtera? Voilà, on est une équipe internationale aussi. On a l'habitude pour tous les pays. Donc les États-Unis, l'aspect FATCA pour nous n'a pas d'incidence, nous assureurs. On prend juste on vérifie quand même la logique des dossiers. Et pour les gros dossiers, on demande quand même la provenance des fonds, s'il y a des apports et tout ça. Mais il n'y a pas de problématique pour nous. On a beaucoup plus d'assureurs, on a beaucoup d'assureurs, on n'a pas de problème. Et sachez que les tarifs, que vous soyez aux États-Unis ou au Canada, n'ont pas de surprime. Il n'y a pas de surprime pour ces pays-là, hein. C'est pas comme si vous êtes au fin fond de la Russie ou je ne sais pas, où il peut y avoir des surprimes pour des raisons géographiques ou géopolitiques risquées, mais il n'y a pas de problème pour vous. Vous êtes considérés comme des Français en France, même si parfois c'est un peu dangereux. Donc voilà, donc je redonne les emails des deux sociétés. Donc pour notre part, c'est contact@valorama.fr. On va l'écrire en bas du chat. Contact arrobase, c'est comme ça, non? Arrobase, en haut à gauche, ah oui. Ok. Contact@valorama.fr pour les assurances. Et n'hésitez pas à nous demander des sujets précis par email. Là, on va répondre à vos questions les plus standards. Et puis, tout ce qui est très personnel, envoyez-nous par email, s'il vous plaît. Alors, on va regarder un petit peu les questions. J'ai vu des questions par rapport au contrat de travail. Excusez-moi, j'ai peut-être pas spécifié cet aspect. C'est très important. En fait, c'est des salariés en contrat local au Canada, hein. C'est pas forcément que du client expat, société en France qui l'envoie au Canada ou aux USA. On parle même d'un contrat permanent. Tant que votre contrat est local et permanent, qui n'a pas de date de fin, vous êtes tout à fait éligible à ces solutions. Les self-employés. Self-employed, comme j'ai expliqué, self-employed chez l'entreprise, ça dépend de où vous êtes, si vous êtes au Canada ou aux USA. Les solutions sont exposées dans le PowerPoint. Voilà, il faut juste me dire si vous êtes self-employed aux USA ou au Canada. At will, c'est très bien. At will, ça veut dire permanent en termes de contrat. D'accord. Alors j'ai une question par rapport, vous êtes forcément au Canada ou aux USA, il est possible que vous soyez en couple et que l'un n'est pas forcément français. Sachez que ça ne pose
il y en a un qui est français, ou même si vous êtes, normalement, il y en a un d'entre vous qui est français, mais en tout cas, les couples mixtes ne posent aucun souci. Donc, quels sont les banques ok, c'est Costa Rica. Un bien au Costa Rica, c'est compliqué. Si on a un bien à donner en garantie en France, est-ce que c'est un crédit patrimonial? Oui, alors la banque va regarder les spécificités du Costa Rica. Je vous avoue que je n'ai pas encore financé en garantie déplacer un bien au Costa Rica. Donc la banque va regarder si c'est assez simple d'affecter les fonds à ce type de bien au Costa Rica. Donc, ça, c'est personnel, effectivement, au cas par cas, je pense. Également, pour les dom-tom, on a une question. Pareil, c'est au cas par cas, ça dépend exactement de l'île et de ce que vous avez déjà en patrimoine en France métropolitaine. Est-ce qu'il y a des limites liées à l'âge? Non. C'est surtout une question d'assurance, de revenus et d'assurance, mais le revenu, si vous êtes retraité, vous en avez. Et l'âge, c'est une question d'assurance. On va jusqu'à 95 ans en assurance, mais c'est une question de tarif. Après, c'est un peu cher. Plus vous avancez en âge, plus c'est cher. Mais on a des contrats qui ne sont pas chers. Je me permets d'intervenir par rapport à l'âge, parce qu'au niveau du financement, les banques en général, il faut avoir 75 ans, c'est la moyenne, à la fin du prêt. Et aussi, si vous êtes à partir de 54 ans, ils commencent à regarder comment vont se comporter vos revenus à la retraite. Il faut avoir vraiment des preuves de revenus, des projections de vos pensions pour que ce soit possible. Donc les biens en copropriété, oui, un bien en copropriété, c'est. Alors, si on cherche un financement pour un bien en copropriété, c'est-à-dire en indivision avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est du time sharing ou est-ce que c'est la copropriété, un appartement est toujours en copropriété, il faudrait préciser votre demande. Donc là, a priori, il n'y a pas de problème. En moyenne, quelles sont les sommes qu'il faut être content en achetant? Donc c'est 20 à 30% pour les États-Unis. Moyenne. C'est pareil pour le Canada, parce qu'en fait, même la banque qui vous finance jusqu'à 100% pour le Canada, elle demandera à peu près 15% du montant emprunté en contrepartie financière. Après, n'oubliez pas les frais annexes. Vous avez 7,5% de frais de notaire, plus en moyenne les frais de garantie. Donc, on parle d'un autre 10%. Donc, c'est entre 25 et 30%. En ce qui concerne la garantie, donc les banques prennent en général une hypothèque. Il y a Christelle qui demande: est-ce qu'un bien aux États-Unis peut-il servir de garantie pour achat en France? La même question pour le Canada. Quelqu'un qui a un bien au Canada, pas besoin. Non, puisque la banque prendra la garantie en direct sur le bien. On prend la garantie en France et on ne peut pas trop prendre de garantie aux États-Unis. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes. Donc il n'y a pas besoin. On prend la garantie sur la France et c'est très standard, c'est classique. Est-il un cas où on peut investir à 5 ou à 10%? Ça, je ne comprends pas la question. Comment se passe ça quand il n'y a pas de contrat? Oui, les documents peuvent être envoyés en anglais. L'anglais, c'est ce qu'il y a de plus commun avec le français pour nous. Donc, c'est bien ça notre spécialisation. Donc, il n'y a pas de problème. En anglais, même le médical, même dans la préparation du dossier, on est là pour guider les banques dans la recherche d'informations quand ils vont rechecker le dossier derrière. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. On n'aura pas de traduction assermentée de demande. Vous allez expliquer et aussi commenter les dossiers, présenter les documents pour qu'il y ait le moins de questions possibles pour les banquiers. Alors. Autre question. Quelle est la différence entre crédit logement et une hypothèque? C'est juste, certains établissements vont vouloir s'appuyer de crédit logement, donc plutôt que de prendre une hypothèque garantie réelle. C'est juste un processus et c'est plus rapide aussi pour elles. Ça engendre moins de frais juridiques en cas de litige ou contentieux. Donc elle se repose sur un organisme de crédit. Donc pour être éligible crédit logement, il faut être français et salarié. Une question pour l'assurance. Quel est le pourcentage de l'assurance par rapport au montant du prêt?
Ben, en fait, le banquier demande que le prêt soit assuré à 100%. Donc, on assure sur un prêt d'1 million, il faut s'assurer à 100%. Par exemple, monsieur, madame, ben, il va falloir que la tête de monsieur et la tête de madame additionnées, on ait 1 million d'euros si c'est le prêt d'1 million d'euros. Voilà. C'est ça le minimum pour un banquier. Alors, une question sur vos prêts sont-ils pour particuliers uniquement ou aussi pour professionnels pour entreprendre en France? Alors, ces solutions sont uniquement pour les clients particuliers. Si vous avez des sujets professionnels, sachez qu'on peut aussi les étudier. Il faudra que ce soit vraiment une structure française qui a un projet avec des statuts bien enregistrés et déjà quelques mois d'historique. C'est aussi une partie qui est faite chez Carte Finance France. Ok. Est-ce qu'il y a une différence si on achète pour un investissement versus pour utilisation personnelle? Ça dépend des banques. En effet, si vous n'êtes pas, par exemple, pas propriétaire de votre résidence principale dans votre pays de résidence et que vous souhaitez acheter une résidence secondaire, certaines banques vont vouloir que vous soyez déjà propriétaire avant d'aborder un sujet de résidence secondaire. Mais en général, soit on peut le présenter en investissement locatif et ça passe très bien. Est-ce qu'il est plus avantageux d'investir en SCI ou en personnel? Là, je dirais, je peux peut-être répondre un peu. C'est plus compliqué en SCI pour la mise en place, mais il peut y avoir un intérêt pour pouvoir diviser des parts, faire intervenir des personnes dans la SCI. C'est une façon de bien délimiter des pourcentages à chaque personne et dans le but aussi de la succession. Après, il n'y a pas vraiment de différence pour les banques SCI ou à titre personnel, ça va pas. Si, ça a une incidence. Ouais, Le banquier va préférer un dossier plus simple. Donc forcément, si ouais, on passe par une c'est un petit SCI, peu il plus faut que ce compliqué. soit un dossier à plusieurs, alors un dossier en jeu où Ouais. le banquier va capter de l'épargne financière. Pour une raison de simplicité, emprunter en nom propre est plus simple parce qu'ouvrir un compte, il faut ouvrir le compte à la SCI, c'est plus long en Mm. termes de démarche et c'est plus lourd parce que souvent les comptes de SCI sont gérés par des chargés professionnels et non des chargés de clientèle particulière. Donc ça rajoute un tout petit peu on va dire, de quiproquo au sein de la banque pour ouvrir le compte tout simplement. Donc, ce sera plus simple si vous achetez en nom propre. Mais on peut regarder tout à fait et recevoir des demandes en SCI. Qu'est-ce qu'une legal opinion? Alors, la legal opinion pour information est parfois demandée par certains établissements. Ce n'est pas forcément le cas des établissements pour lesquels nous avons proposé des solutions, mais je suis tout à fait familière avec ce document. Certaines banques peuvent vous demander ce document, qui peut être donc fait dans votre pays de résidence par un avocat qui atteste de votre bonne renommée et également il n'y a pas de casier judiciaire, je crois, dans votre pays de résidence. Voilà. Il doit aussi attester que vous êtes en capacité de pouvoir emprunter et pouvoir faire ce projet immobilier en France. L'avocat va un peu regarder vos charges dans votre pays de résidence et vos revenus. Donc, si on est sous le régime de la séparation, est-ce qu'un des deux peut emprunter seul? Je Alors dirais que oui, oui. tout à fait. Si vous êtes en communauté, donc les deux doivent être sur le prêt. Si l'un ou l'autre ne travaille pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez bien sûr sur le type de propriété, mais vous devez venir aussi sur la demande de prêt. L'assurance sera juste sur l'emprunteur qui a les revenus. Donc 100% sur celui qui a les revenus. Non, on peut acheter aussi au Canada, hein, Romain. On peut acheter au Canada, mais il faut avoir une garantie en France importante d'un montant similaire et supérieur, je pense. Mais bon, là, c'est des dossiers au cas par cas, je vous invite à le Vous demander. interrogez. Euh, Citoyen canadien, non, ça se regarde aussi. Le Bien fait que vous sûr, soyez citoyen. français ou canadien, c'est pas un problème ni pour le prêt, ni pour l'assurance. Là, on parle à des expatriés, mais Ça on a reste l'habitude de faire aussi des les étrangers, Canadiens, tout à étrangers. fait. L'avantage, c'est que pour les banques, souvent ce qui rebute les banques aussi à traiter avec de la clientèle, on va dire étrangère, c'est la barrière de la langue. L'avantage aussi du Canada, c'est que bien une partie du Canada, c'est plus simple pour les relations bancaires, puisque nous parlons la même langue.
Donc, les biens peuvent être non bâtis encore. Ça, c'est Au ce cas qu'on par appelle cas. Au cas en par cas. VFA, au cas par cas. On a demandé quelle était la différence des prêts amortissables, in fine, relais et lycée. Bah, amortissable, c'est le plus classique, qui s'amortit au fur et à mesure des mois. Lycée, c'est pour en général s'accommoder d'un autre prêt qui existerait. Euh, et puis, in fine, ben, c'est quand on ne paye que les intérêts, c'est pour des montages un peu particuliers qui peuvent répondre à une demande de défiscalisation ou de ne pas payer trop d'échéances pour des personnes qui ont les moyens et qui ont de placement. Voilà. Voilà. Alors, j'ai une question. À quoi s'attendre au niveau des frais hormis le taux? Eh bien, écoutez, il y a donc dans la durée de vie du prêt, il va y avoir donc bien sûr, vous l'avez souligné, le taux, donc le taux du crédit et de l'assurance, ça c'est dans la durée du prêt. Et en upfront, on va avoir bien sûr les frais de notaire, 7,5% si c'est dans l'ancien, 3,5% si c'est dans le neuf. Il va y avoir aussi les frais d'enregistrement du prêt, donc en moyenne on est à 1% du montant financé. Les frais de dossier, certaines banques vont prendre des frais de dossier qui sont entre 0 et parfois jusqu'à 1500, 3000, ça dépend du projet. Si vous passez par un courtier, il y aura des frais de courtage. Typiquement, une société comme la nôtre va prendre 1% avec un minimum de 1500. En termes d'autres frais, je crois que c'est tout, hein, lié à l'acquisition. Si vous passez par un chercheur d'appartement, bah, il y aura les frais du chercheur d'appartement. Puis, voilà. On n'assure pas la gestion des biens locatifs, mais on a des contacts avec des gens qui savent le faire très bien pour des gens éloignés et de toute confiance. Donc ça, vous pouvez nous demander. Euh, la fiscalité des revenus d'un expatrié Canada-US ayant des biens en France, euh, donc je sais qu'on les déclare en France. Ça, c'est la règle. Ouais. Après, pour plus de détails, là, Vous devez les déclarer aussi dans votre pays de résidence, mais il y a un crédit d'impôt voilà, il en y a fonction de la la convention convention. fiscale entre les deux pays. Ça, c'est plus précis. Si vous avez une question précise, il n'y a aucun problème, on vous y répondra, mais il faut la poser par email. On ne va pas ici faire de la fiscalité. Euh, en tant que US. Avez-vous des agences dans les Alpes-Maritimes? Alors oui, oui, dans les Alpes-Maritimes, tout à fait, nous avons un bureau enfin, à Aix et Et puis pas très loin, non, à Nice. Ouais. à Nice, à côté de Nice. Ouais. Et puis nous, Velorama, on n'a pas besoin, on fait tout par email. Mais sinon, on peut tout faire aussi en Mais ligne, tout est fait ouais, aussi de par toute façon à téléphone et par distance. email. Euh, la réforme Macron, ça, je pense que on ne va pas y répondre ici, je suis désolé. Euh, Ça y est, c'est terminé. Avant Ah, 54 ans, est-ce ah. que tu as répondu à la Alors, avant question sur 54 ans, est-ce qu'il est conseillez-vous d'acheter avant 54 ans depuis le Canada pour quelqu'un qui souhaite rentrer en France vers 55 ans en pré-retraite? Est-ce alors plus difficile d'emprunter depuis le Canada avec un salaire ou depuis la France en pré-retraite ou retraite? Alors, cette question, j'ai envie de vous dire, peut-être l'année prochaine, à mon avis, je ne pense pas que les taux vont remonter de sitôt. À mon avis, déjà pour 2019, voire 2020. Donc, si vous rentrez l'année prochaine, évidemment, vous pouvez peut-être prétendre à de meilleures conditions puisque vous serez vraiment fiscalement résident. Après, si vous voulez bien préparer votre projet de retour, on peut tout étudier à partir du Canada en essayant de vous obtenir des conditions intéressantes, hein, même si vous êtes au Canada. Peut-être que vous avez un pouvoir d'achat un peu plus important depuis le Canada, donc peut-être que ça vous donnera ouais, une résidence un peu plus sympathique en termes de capacité d'emprunt. Donc ça s'étudie au cas par cas. Il y a Johan qui repose la question, quelle banque finance les non-résidents américains pour des investissements en France? Je pense que ça, vous aurez la réponse très précise lorsque vous allez montrer un dossier, parce qu'en fait, il y en a pas mal des banques qui vont permettre à un Américain ou à un Canadien Oui, d'emprunter tout en dépend France. de ce que vous Ça souhaitez. dépend en fait, parce qu'on a dit la BNP tout à l'heure. Moi, j'en ai plein en tête et on les connaît toutes.
mais il y en a qui vont le dire et d'autres qui ne vont pas le dire parce que c'est au cas par cas. C'est tout cas Donc, par en cas, exactement. fonction de votre situation, de votre métier, de votre apport, de plein de choses, des contreparties éventuelles et autres, ben, peut-être la BNP va être bien placée, peut-être le Crédit Agricole, peut-être ça peut être La HSBC, ça Banque peut être populaire, le Crédit mutuel. voilà, toutes ces banques dont vous connaissez peuvent intervenir au cas par cas, euh, mais c'est l'intérêt que, en fonction d'un dossier, on va vous orienter vers la meilleure. Mais bon, quasiment, enfin, pas toutes, mais voilà. Alors, je vais répondre à Damien. Existe-t-il concrètement une possibilité d'emprunter à 100% sans aucun apport depuis l'étranger? Alors, de temps en temps, les clients peuvent le faire s'ils ont gardé des relations historiques avec une petite caisse régionale, mais c'est de moins en moins le cas. En tout cas, aujourd'hui, nous, on a fait un petit peu un tour d'horizon et je vous réponds, nous n'avons pas de solution aujourd'hui pour un expatrié pour emprunter 100% sans aucun apport. Ce n'est pas possible. Est-ce que les banques en ligne prêtent-elles? Dans certains cas, oui. Pareil, au cas par cas. C'est pas les plus, à mon avis, capables de faire du sur-mesure ou Tout à qui fait. vont prêter à des non-résidents US, je pense, mais bon, il y en avoir, bien sûr. À quel type de taux peut-on s'attendre? Tout dépend du pays de résidence, tout dépend de votre situation, mais typiquement aujourd'hui, pour un dossier, je prends l'exemple du Canada, un salarié au Canada, on va être, pour quelqu'un qui a plus de 70 000 de revenus annuels, 70 000 euros, on va être sur un taux aux alentours de 1,20 sur 20 ans. Voilà, fixe toute la durée. Et aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, on sera plus sur du 1,80 sur 20 ans avec 20% d'apport. D'accord. Est-ce qu'il y a des examens médicaux après 55 ans? Non, c'est pas obligatoire. On a des contrats jusqu'à 60 ans sans examen et ça dépend du montant. Donc non, non, nous, notre but, c'est qu'il y ait le moins d'examens possible. Donc consultez-nous et en fonction de votre âge et du montant, c'est le montant de prêt, mais on peut aller, je crois, jusqu'à 300 000 euros, 65 ans, sans examen. Donc vous voyez, c'est quand même assez ouvert. Euh, Est-ce qu'on peut faire au travers d'une SAS, SARL? Oui, c'est plus compliqué, mais oui, il faut que la société ait un vrai but dans sa formation. Je pense, Laure, hein, Depuis les États-Unis, en tout cas, si vous êtes aux États-Unis, c'est en termes de solutions. Pour l'instant, nous, on a moins de solutions par le biais d'une structure. Tout dépend de la taille du projet et encore une fois de plus de votre situation professionnelle. Alors, quel est le meilleur statut d'imposition? Tout ça, ça dépend de combien vous avez de revenus locatifs en France, de si vous êtes seul, si vous êtes à plusieurs, si vous louez en meublé, si vous louez pas en meublé. Tout ça, c'est vraiment cas par cas. Et là, vous pouvez nous poser votre question par email pour qu'on vous réponde plus précisément. Je pense que Vous allez avoir le webinaire demain sur vos emails, donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions par email. Vous avez les emails qui sont dans le chat. Et puis voilà, retrouvez-nous. Je pense qu'on a fait le on tour. est à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous contacter directement. On est disponible, Par nos mail, équipes et téléphone. nous-mêmes. Merci beaucoup et Bonne fin de journée à vous. Et puis à bientôt. à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.